À 1200 km du Mexique, une île française inhabitée, Clipperton, défie les vagues du Pacifique. L'explorateur Jean-Louis Etienne, accompagné de sa famille, débarque pour 4 mois d'aventure au cœur d'un écosystème unique. En quelques jours, un village écologique prend place sur l'anneau corallien. Les 40 scientifiques de cette expédition commencent l'inventaire de la biodiversité sur cet atoll, le plus mystérieux et le plus isolé du monde. Chaque année sur notre Terre, en plein océan Pacifique, après la saison des cyclones qui malmènent cette région du globe, un incroyable et massif rassemblement a lieu sur cet atoll mystérieux. La moitié de la population mondiale de fous masqués se retrouve sur l'île de Clipperton. Ces oiseaux du grand large vont et viennent au-dessus du grand bleu, mais retrouvent toujours leur atoll pour se reproduire. Ils s'orientent grâce à la position du soleil. Les fous masqués nichent autour du camp tout le long des 12 km de l'anneau corallien. Cette colonie, de très loin la plus importante au monde, est estimée à 120 000 individus. Elle est étudiée en partie par les ornithologues français Mathieu Lecor et Henri Weimerkirch, qui établissent un premier inventaire. Les fous masqués sont lourds, malhabiles. Ils ne peuvent pas manœuvrer entre les troncs des cocotiers et ont besoin d'espace pour atterrir, décoller. La cocotteraie est le domaine des fous bruns à pattes vertes et des fous à pattes rouges. Ces derniers ont installé leur nid à l'ombre des grandes palmes. Clipperton est un bon abri. Trois ornithologues les étudient. Le français Charlie Bost, du laboratoire de Chizé, et les américains Lisa Balance et Robert Pittman de San Diego. Ils pèsent, mesurent et étudient l'alimentation des adultes et des poussins de l'atoll. L'un des attraits majeurs de Clipperton, pour beaucoup d'oiseaux migrateurs, est son lagon fermé contenant de l'eau douce. Une eau de pluie mêlée à celle de l'océan, filtrée par le corail. C'est le seul point d'eau douce dans toute l'immensité du Pacifique Est. Sans cette eau douce, les poules d'eau, foulques, chevaliers, ne viendraient pas s'y reposer et tenter de s'y reproduire. Les ornithologues vont recenser une trentaine d'espèces visiteuses. Nodilles, sternes fuligineuses, pailles en queue, hérons, frégates, qui viennent chaque année faire escale sur l'atoll. Les petits oiseaux migrateurs sont menacés par la présence des rats. Débarqués il y a quelques années d'un navire échoué, ces rongeurs ont envahi l'île et s'attaquent à leur nid. Même les imposants fous masqués pourraient être victimes du rat. Ce petit muridé mange les crabes. Or, ceux-ci dévorent les espaces verts. Si le rat fait disparaître les crabes, l'île se couvrira de végétation et il en sera terminé des espaces de reproduction pour les fous masqués.
Les fous à pattes rouges, à pattes vertes, les fous blancs, se nourrissent exclusivement de poissons et vont permettre de mieux évaluer la santé des océans. Charlie enquête sur leur régime alimentaire. Quand on manipule l'adulte de fou à pieds rouges, naturellement il va régurgiter les poissons qu'il a pêchés et qu'il garde dans son estomac. C'est un comportement qui correspond à une défense antiprédateur que l'animal fait naturellement lorsqu'il est manipulé ou qu'il se sent menacé. Ça nous permet d'étudier l'alimentation de l'oiseau sans nuire à la croissance du poussin. Et ça, c'est un des grands avantages donc, de l'étude de ces oiseaux marins donc sous les latitudes tropicales. Les oiseaux des latitudes tempérées ou nordiques ne font pas ce genre de comportement. Yeah. Donc là, voilà 2 poissons volants qui ont été capturés par ce fou à pieds rouges au cours de son dernier voyage en mer. Et 2 poissons que ce fou s'apprêtait donc à donner à manger à son poussin. Les fous à pieds rouges chassent les thons qui, eux-mêmes, chassent les poissons volants jusqu'à la surface. Les poissons volants jaillissent ainsi hors de l'eau et là, ils sont attrapés par les fous. Nous avons examiné et mesuré ce poisson. Nous aimerions maintenant le restituer au poussin. Voilà, ça suffit. Il le régurgitera au petit quand nous serons partis. Selon les premières analyses, la quantité de nourriture nécessaire au poussin est d'environ 400 grammes de poisson par jour. Chez les fous bruns, les petits ne sont pas encore nés. On en est aux parades de séduction, surtout le matin quand il reste un peu de temps avant d'aller en mer chercher du poisson. Lors des parades amoureuses, quand la femelle ne répond plus aux sollicitations du mâle, celui-ci effectue un vol circulaire pour attirer à nouveau son attention à l'atterrissage. Ces milliers d'oiseaux déversent 2 à 3 tonnes de guano riches en phosphate et en nitrate chaque jour sur l'atoll. Il y avait autrefois ici, dans les années 1950, une usine de récolte du phosphate. Jean-Louis Etienne évoque ce détail important lors de sa conférence en direct avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Tout à l'heure, j'étais au bar des Fous en train de prendre le café. Il y a quelqu'un qui étendait son linge. Et une chose à laquelle on ne pense pas, ici, le linge peut sécher très vite avec le vent et la température, mais vous êtes obligé de tout couvrir. Donc il faut sécher le linge à l'abri. On ne peut rien laisser dehors parce que c'est une couverture de fiente en permanence. D'où la richesse, bien sûr, de ce qui a fait la richesse de cette île en phosphate. Il y a le professeur Jean Trichet d'Orléans qui est venu faire un tour et c'est Monsieur Phosphate, il était dans un état d'excitation, il y a du phosphate partout. Les panneaux solaires servent souvent de perchoir. Il faut nettoyer les fientes au risque de ne plus capter assez d'énergie pour le camp. Un travail qu'il faut souvent recommencer. C'est bon ? 145. Au laboratoire, Henri et Mathieu étudient les ailes de ces grands voiliers du ciel. Elles sont leur instrument de survie. Pour voler de la manière la plus économique possible,
Ces planeurs du grand large doivent avoir une voilure impeccable, émue une fois par an. Une glande croupienne située au-dessus de la queue produit une huile que les fous prélèvent et étalent à l'aide de leur bec pour rendre leurs plumes imperméables. L'équipe d'ornithologues poursuit ses investigations. La colonie de Clipperton revient de loin. Dans les années 50, après l'introduction de cochons par une garnison mexicaine, il ne restait qu'une centaine de couples de fous masqués. Les insatiables mammifères roses mangeaient les œufs et les poussins de la gentellée. Puis un jour de 1958, un scientifique américain a tué tous les cochons au fusil. Et la colonie s'est à nouveau développée. Aujourd'hui, en dehors du rat, un nouveau mal semble frapper l'île. Le nombre de cadavres d'oiseaux est anormalement élevé. Les ornithologues cherchent à en déterminer la cause. Pour la première fois, 50 fous masqués sont équipés d'accéléromètres, de profondimètres, de GPS qui donnent une position de l'oiseau toutes les 10 secondes et renseigneront les spécialistes sur le temps passé en vol plané, en vol battu, posé sur l'eau, en accélération verticale ou horizontale. La peinture, inoffensive, permet de les reconnaître au milieu de la colonie. Bon voyage. Elle disparaîtra en quelques semaines. C'est bon. C'est bon. Cette animation retrace la pêche d'un oiseau extraordinaire. Le fou masqué semble repérer, de loin en loin, les bancs de dauphins et de thons qui, quand ils sont en chasse, poussent les bancs de poissons en surface pour mieux les acculer. Facilitant par la même occasion la pêche des oiseaux marins. Cette extraordinaire séquence de chasse, filmée très au large, ne s'observe plus autour de Clipperton. Les bateaux-usines mexicains, affrétés par le Japon, prélèvent illégalement près de 600 000 tonnes de thon chaque année dans la zone. Et les bancs de petits poissons ne sont plus rabattus vers la surface. Les fous sont donc contraints d'aller pêcher beaucoup plus loin, là où ils vont trouver des bancs de thon, ce qui représente pour eux un énorme risque d'épuisement et de mortalité. Quand les fous adultes sont rassasiés, ils ralentissent la digestion des derniers poissons avalés grâce à un mucus qui entoure les proies arrivées dans l'estomac. Ils les préservent ainsi pendant le long vol de retour pour les donner aux poussins. Au total, ce sont 30 tonnes de poissons qui sont prélevés chaque jour dans l'océan par les fous de Clipperton. Là, j'attends 2 oiseaux, une femelle équipée d'un accéléromètre, la femelle 41, et une femelle équipée d'un micro GPS, la femelle 33. J'espère qu'on va les avoir ce soir. Il y a pas mal de retours là qui s'amorcent. Ce qui est fascinant souvent dans ces retours, c'est que ça a lieu par vagues. On voit il y a des moments où il ne se passe rien, et puis à un moment, il y a des centaines d'oiseaux qui arrivent d'un seul coup, et on sent qu'il y a une arrivée massive qui revient de la mer. C'est-à-dire tous ces oiseaux, à un moment ou à un autre, ils se sont rejoints dans l'océan, ils se suivent et retrouvent ensemble la route de Clipperton, et ça c'est vraiment passionnant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est difficile pour eux de trouver de la nourriture. La nourriture est rare, ils doivent partir très loin pour la retrouver, ils sont parfois obligés de faire une trentaine à une cinquantaine de plongées par jour, le tout pour ramener 5, 6, 7 poissons. Les adultes et les poussins se retrouvent entre eux grâce à des systèmes de reconnaissance acoustique et des postures comportementales. Le poussin va se gaver et accumuler de la graisse jusqu'à dépasser le poids des adultes. Cette graisse supplémentaire va lui servir à survivre pendant les mois d'apprentissage, quand il apprendra à voler, à plonger, pour attraper ses propres poissons, sans y réussir à chaque fois.
En étudiant donc, au jour le jour l'alimentation de ces oiseaux, on peut avoir une image vraiment précise du peuplement en poissons, notamment les poissons volants, dans l'archipel de Clipperton. Au niveau de l'expédition, on n'avait pas des moyens océanographiques suffisants importants pour aller prélever, échantillonner à plusieurs centaines de kilomètres de l'île. Mais grâce aux oiseaux marins, en les équipant d'appareils, en étudiant leur nourriture au retour, on peut avoir une idée très précise des types de poissons, les espèces capturées, et étudier par exemple des espèces très difficiles à étudier, comme les poissons volants. Les fous doivent être vigilants. Les poissons égarés lors de la délicate opération de régurgitation finissent parfois dans les pinces des crabes qui, en véritables opportunistes, ne ratent jamais une occasion de s'alimenter. Les fous sont des oiseaux vraiment fascinants. Il y a un jeune fou brun qui était près de nous pendant les premières observations. Il a très bien compris l'intérêt qu'il avait à nous fréquenter. Et on lui a donné un petit poisson à un moment. Et depuis ce jour, il nous suit vraiment comme un chien. On lui a donné qu'une fois à manger, mais bon, il a compris qu'il y avait quand même quelque chose à espérer de notre présence. Le problème est que l'aile devrait être bien droite lorsqu'on la déplie. Mais il y a une bosse ici, une bosse anormale. L'oiseau ne peut pas étendre son aile complètement pour voler. Les hypothèses émises par les ornithologues mettent en avant un problème de consanguinité, hérité d'un temps où la colonie était réduite à une centaine de fous, et de stress alimentaire, les ressources autour de Clipperton étant parfois trop réduites. Le soir est la meilleure période pour attraper les oiseaux revenus de pêche et étudier leur régurgitat. Ce fou brun repéré par Charlie les suit comme leur ombre, attendant lui aussi le premier poisson. Au-delà des habitudes alimentaires des oiseaux, les analyses en laboratoire des régurgitats peuvent aussi donner un état de la pollution des océans à l'endroit où les fous vont pêcher. Bob attrape son premier fou masqué, un exercice délicat. Son bec est semblable à un couteau à pain. Il peut faire vraiment très mal. Et il a de magnifiques yeux jaunes. Ce sont des oiseaux très résistants. Ils plongent à 50-60 mètres de hauteur et fendent l'eau à une vitesse de 50 à 60 km/h. Ils ont une force incroyable dans le cou et des corps très compacts. Et ils mordent très fort. Ces petits oiseaux sont très robustes. Les deux fines entailles que vous voyez là ont été faites par l'oiseau avec son bec. Ce poisson était probablement en train de nager lorsque le fou a plongé à 4, 6 ou 8 mètres de profondeur pour l'attraper avec son bec, le remonter à la surface, l'envoyer en l'air et finalement l'avaler comme ça. Ils sont obligés de procéder de cette manière pour éviter d'avaler le poisson par la queue. Auquel cas, ils rencontrent ce problème. Donc, systématiquement, ils ramènent le poisson à la surface, le positionnent comme ça et le lancent en l'air comme ça. Pour cet oiseau, nous avons 3 différentes espèces de poissons volants, plus un poisson de récif et un petit calmar. Belle prise. Le fidèle fou brun est enfin récompensé de son attente. Les séances de travail sur le terrain commencent à l'aube quand les oiseaux partent en mer et se terminent tard le soir quand ils sont rentrés et que les nourrissages sont terminés. Les fous se reposent la nuit
ce qui laisse aux ornithologues quelques moments pour souffler. Oui, ils sont tout le temps dans le lagon. Camille Fresser, l'informaticien, organise ce soir-là une projection concours de dessins envoyés par des enfants d'hôpitaux avec qui l'expédition Jean-Louis Etienne est en contact. Les enfants suivent l'aventure de Clipperton au jour le jour sur Internet. Toute l'équipe, Bob, Gérard, Pascal, Lisa, Jeannot, est jury pour un soir. Très mignon. Au petit matin, les fous juvéniles sont les plus actifs. Ils travaillent d'instinct leur dextérité de futurs pêcheurs en jonglant avec des écorces de noix de coco ou des morceaux de coraux. Clipperton n'est pas unique seulement pour cette immense colonie de fous masqués, mais aussi pour son incroyable colonie de frégates. L'équipe des ornithologues vient de faire une découverte importante. Bob Pittman a brièvement visité Clipperton une dizaine de fois en 20 ans, et c'est la première fois qu'il note la présence d'un nid de frégate. Nous sommes vraiment enthousiastes. Il y a habituellement 2000 frégates sur l'île qui sont régulièrement recensées depuis une centaine d'années. Mais c'est la première fois qu'elles ont décidé de nicher sur place. Certains individus volent probablement pendant 2 ans sans se poser. Et Clipperton représente donc une bonne opportunité de faire une pause et s'il n'y a pas de végétation, ils s'installeront directement sur le sol. Presque partout dans le monde, les frégates nichent sur des points hauts, des arbres, des buissons. Elles sont maladroites au sol et à l'inverse des fous ne peuvent pas courir pour prendre de la vitesse et décoller. Mais à Clipperton, le vent permanent qui balaie l'île leur permet de prendre leur envol en ouvrant simplement leurs ailes. Une impulsion des pattes et elles sont en l'air. Les frégates se nourrissent beaucoup en chippant les proies des fous masqués au retour de leur pêche. Elles ne peuvent pas plonger dans l'eau, mais sont de bien meilleures voltigeuses que les fous, ce qui en fait des chasseresses redoutables. Elles peuvent harasser ici ce fou au ras des vagues, jusqu'à ce qu'il régurgite ses poissons. En milieu de journée, aux heures chaudes, l'activité des colonies d'oiseaux est réduite. Les ornithologues et toutes les équipes se dirigent vers les laboratoires de campagne. Un premier bilan se dessine. Ah oui, c'est de la nuit dernière. Charlie, Lisa et Bob ont pu étudier plusieurs centaines de régurgitats et la compile des données commence. Ils préparent les statistiques. Ici, les oiseaux ne sont pas du tout farouches, parce qu'il n'y avait pas d'hommes ici. Et l'on peut donc les étudier comme ils étaient il y a quelques centaines de milliers d'années. Tranquilles, non dérangés, affectés par la présence humaine. C'est une situation rare. Clipperton est vraiment un lieu unique du fait de son emplacement. Il s'agit des eaux tropicales parmi les plus riches, les plus productives du monde. Et il s'agit d'une île tellement isolée. C'est le seul endroit où ces oiseaux peuvent se reproduire. C'est pourquoi ils viennent en nombre. Nous avons surpris un fou masqué en train de régurgiter un thon pour son poussin. Il était grand comme ça et large comme ça. Un gros poisson. Clipperton, c'est vraiment un rêve pour tous ceux qui travaillent sur les oiseaux marins. C'est une île qui semblait complètement inaccessible, qui abrite un peuplement ornithologique extraordinaire. Et c'est vrai que bon, l'expédition Jean-Louis Etienne, pour nous, ça a été un élan formidable et une occasion inespérée de enfin pouvoir mener des recherches sur ces oiseaux. Les fous pondent souvent 2 œufs pour augmenter les chances de survie de l'espèce. Ils s'adaptent à l'imprévisibilité des ressources marines. Mais un seul poussin survivra. Le premier, s'il est bien nourri, tuera souvent lui-même le second pour écarter une éventuelle concurrence.
Sur Clipperton, comme souvent dans la nature, la loi du plus fort s'applique. Tard ce soir-là, après 6 jours d'absence, l'un des parents du poussin mal formé que Bob et Lisa ont étudié vient le nourrir. Ce mal formé est un juvénile. Il a déjà 2 ans et demi, mais ne doit sa survie qu'à ses nourrissages qui ont perduré. C'est un phénomène très rare dans le monde animal. Souvent, le juvénile est abandonné ou éliminé par un prédateur. En 4 mois, les ornithologues ont pu constater la fragilité de cet écosystème. On pensait que l'isolement de Clipperton était sa meilleure protection. Mais aujourd'hui, la surpêche illégale met en péril ce site exceptionnel. Les chercheurs, tout comme Jean-Louis Etienne, sont favorables à l'installation d'un poste de veille permanent. Les fous de Clipperton, comme ses crabes, son récif de corail, ses thons, seraient de bons indicateurs de l'évolution de santé de notre planète.